Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il vous souvient que lors du message à la nation, le 31 décembre dernier, le président de la République a annoncé la création des institutions universitaires. Et cela s'est matérialisé quelques jours après, le 6 janvier précisément, par la création des universités, 3 universités d'État, à Garoua, à Ebolova et à Bertoua. Nous en parlons dans le cadre de cette délocalisation qui nous a été accordée par la direction générale de la CRTV. Nous sommes au studio TV du stade Rumde Adja. Nous parlons précisément de l'université de Garoua qui est en création. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette institution universitaire soit un outil de développement, développement local, développement du Cameroun en général, un outil de recherche bien évidemment. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons avec nous M. Omar Ousmanou, président du Conseil régional du Nord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être là. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Bonjour et bonsoir à vos téléspectateurs de la CRTV. Nous avons Dr Aboubakar Roukatou, enseignante à l'Université de Gambéré. Bienvenue, madame. Merci, M. Séverin. C'est un plaisir d'être avec vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous connaissez bien l'émission, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. C'est la deuxième fois que je participe. Nous avons Dr Abdoul Nasser Ousmanou, qui est enseignant à l'Université de Yaoundé 2. Merci d'être avec nous également. Merci, bonsoir M. Séverin. Et puis Ferdinand Chan, qui est journaliste à Galaxy TV. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Merci Séverin et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la CRTV. Le président dit qu'il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est une déclaration qu'il a eu à faire. Elle a tout son sens au regard de l'espoir que suscite la création de 3 nouvelles universités d'État, ce qui fait au total aujourd'hui 11 universités d'État au Cameroun. Alors, Monsieur le Président, pour le cas de Garoua, c'est tôt, c'est tard d'avoir une université à Garoua maintenant? C'est le bon temps. Nous parlons de développement. Et lorsque l'on parle de développement, nous devrions nous mettre dans une perspective de long terme. Qu'on ait créé cette université il y a 20 ans, qu'on l'ait créée cette année, c'est la notion de développement qui devrait primer. Donc le président a pris son temps pour doter la région du Nord et la ville de Garoua en particulier d'une institution universitaire. Maintenant, il nous revient en tant que politique, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des collectivités territoriales décentralisées, de donner un contenu qui reflète cette orientation de développement, qu'on en fasse un outil de développement qui tend à résoudre les problèmes qui se posent aux populations de la région du Nord en particulier et du Cameroun en général. Donc, il n'est pas, pour nous, ce n'est pas utile de se questionner sur le retard ou la précipitation dans la création de l'université, mais il est plutôt important de se positionner en termes d'apport de cette université dans le processus de développement. Peut-être la question se pose parce que quelques voix s'élevaient déjà. Grandir à son université, Maroua également, pourquoi pas Garoua? Peut-être. La notion de développement se revêt de la tenue de l'équité, pas de l'égalité. Lorsqu'on parle d'équité, il s'agit de donner à chacun selon ses besoins pour lui permettre de jouer son rôle. Les deux universités dont vous avez mentionné, que vous venez de mentionner, l'université de Ngaoundé et l'université de Maroua, jouaient déjà le rôle d'institut de formation pour les ressortissants de la région du Nord et de Garoua. Aujourd'hui, le rapprochement de cette institution universitaire peut être un levier économique sur lequel les populations pourront jouer davantage pour améliorer cette formation, parce que cela réduirait non seulement les coûts en termes de formation, en termes de projection de nos enfants vers les villes de Ngaoundé et de Maroua, mais cela aussi permettrait à cette université de jouer son troisième rôle. Nous avions cru que les deux premières universités nous auraient accompagnés en termes d'appui au développement, en termes de réflexion au développement. Le président de la République a estimé qu'il était temps que nous disposions aussi d'une institution universitaire de proximité qui permettrait donc de jouer plus facilement ce rôle-là. Pour nous, donc, c'est le bon timing. Et il nous revient à nous et au gouvernement de donner un contenu satisfaisant à cette institution présidentielle. Donc, ce n'est pas pour nous utile de revenir sur l'opportunité ou pas l'opportunité. Elle est là, elle était importante, elle était une demande permanente de la population depuis plusieurs années. Et le chef de l'État, dans sa manière de répondre aux populations, a estimé qu'il était temps que
Garoua soit doté de son université. Donc pour nous, l'opportunité y est. Maintenant, c'est à nous de la transformer en avantage et en atout pour la région du Nord. Fernand, est-ce que vous avez ressenti cette ardeur vive et enthousiaste lorsque la création de l'université de Garoua a été annoncée dans vos reportages, dans les descentes que vous aviez? La population voyait venir ce projet? Il faut quand même aujourd'hui peut-être revenir historiquement lorsqu'on parle aujourd'hui du 19 janvier 1993 où bien sûr la création de l'université de Ngaoundéré. Donc ça fait carrément, on peut avec dire, la réforme de exactement. Cette réforme a, on peut dire aujourd'hui, impulsé dans le cœur de chaque ressortissant du Nord, c'est-à-dire de Garoua, cette ambition de voir, bien sûr, aujourd'hui dans sa localité émerger une université. C'est déjà une aubaine, c'est une manne qui vient de tomber du ciel carrément pour ces populations-là. Et on a vu aujourd'hui l'engouement lorsqu'on tendait, bien sûr, le micro donc aux différents étudiants qui, on peut dire, refluaient en disant simplement que les parents n'auront pas à débourser des sommes colossales pour que nous partons de l'autre côté de Ngaoundéré ou bien de Maroua pour vivre, on peut dire, une période estudiantine de longue haleine. Et parfois aujourd'hui, nous retrouvons aujourd'hui avec cette grâce-là dont le président de la République nous a fait grâce. Donc c'est pour autant dire que ça a été, on peut dire, dans la quiétude, accueilli dans la ville de Garoua et surtout dans une joie qui n'a pas de nom. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Au-delà de la joie des étudiants ou bien de la communauté estudiantine, il vous souvient qu'au lendemain de la déclaration du chef de l'État, le 31 décembre déjà, il y a eu une marche spontanée dans la ville, organisée par le parti, le RDPC, avec d'autres apports d'autres partis politiques. Mais le 6 janvier exactement, le jour où le texte portant organisation de l'université, il y a eu un méga meeting à Garoua. Au-delà des clivages politiques, au-delà des contingences sociologiques, ethnologiques, tribales ou religieuses, c'est toute la population qui s'est reconnue en ce geste du chef de l'État et qui a tenu à dire merci au chef de l'État. Nous l'avons vu au niveau de la tribune, c'est toutes les grandes formations politiques en tout cas qui étaient représentées à ce niveau-là, qui ont tenu à saluer et à magnifier le geste du chef de l'État. Donc, la communauté étudiantine, la population en général et les élus locaux ont tenu à manifester exactement leur approbation par rapport à cette geste-là. Le regard des experts, vous êtes enseignant d'université, il fallait créer cette université à Garoua? Bien entendu, M. Séverin. L'engouement démontre à suffisance que toute la ville attendait cette université. Je pense qu'au-delà de la ville, toute la région du Nord également attendait cette université. On est dans l'ère de la décentralisation avec la mise en place des conseils régionaux et je pense que cette université peut servir comme levier de développement. Si on associe véritablement les collectivités territoriales décentralisées, notamment le conseil régional, je pense que le président du conseil ici, à la gestion de l'université de Garoua pour prendre en compte les desiderata des populations, pour prendre en compte les besoins des uns et des autres au niveau des formations, au niveau de la recherche. Cette université peut construire véritablement un outil d'appui au développement. Docteur Rukatou, ce n'est pas un simple acte politique, peut-être pour le chef de l'État. Il en fallait... Il en fallait vraiment, M. Séverin. Ce n'est pas un acte politique, à mon avis, parce que je pense que l'université de Garoua viendra nous sortir de la routine dans laquelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions ancrés avec les autres universités. Parce que cette université permettra de prendre en compte d'abord les besoins spécifiques des populations et pourra permettre de mettre en place des offres de formation adaptées réellement à ces besoins des populations. Et en plus, c'était comme un ouf de soulagement pour les parents. Figurez-vous que beaucoup de parents ici n'arrivaient pas justement à envoyer leurs enfants ni à Maroua, ni à Ngaoundéré parce que ça coûte excessivement cher. Et du coup, vous allez constater à partir des formations qui sont déjà sur place que la majorité des enfants qui s'inscrivent, c'est ceux qui ont eu le bac même depuis 1997-98, qui reviennent à l'université parce que ces enfants étaient carrément désœuvrés et n'avaient rien à faire. Je pense que M. Séverin, je pense que l'université ici à Garoua sera également une avancée parce qu'avant la création de cette université,
il y a entre autres quelques instituts privés d'enseignement supérieur. Or, ces instituts étaient obligés de se rapprocher peut-être de l'université de Maroua, de Ngaoundéré ou d'autres universités pour établir une coopération. Avec l'université de Garoua, ça sera plus facile pour les IPES de la place. Alors, je reviens sur les déclarations du meeting de remerciement. Le président du conseil en parlait tout à l'heure. Unanimement, on a présenté l'université de Garoua comme une grande opportunité pour la région du Nord. Ce n'est pas réducteur. La région septentrionale, c'est un complément, comme le disait Dr Rukato, c'est un complément à une offre de formation qui existait déjà au niveau de Ngaoundéré et de Maroua. Et l'université est donc une opportunité pour compléter cette offre de formation. La prise en compte des réalités locales, des opportunités locales à travers la recherche, à travers la collaboration, la coopération, à travers l'identification des opportunités pour les transformer plutôt en atouts directement utilisables, fait que nous pensons que c'est une chance énorme pour la région du Nord. Pour illustrer, je viens de terminer au niveau du conseil régional les assises départementales. J'ai couvert les 4 départements où j'ai essayé de susciter un tout petit peu, de donner la parole aux populations pour savoir quels sont leurs problèmes, quelles seraient les priorités pour les aider à se développer. Et l'une des choses qui est le plus apparue là-dedans, c'est la notion de l'enseignement. L'enseignement partant de l'éducation de base jusqu'à l'enseignement supérieur. Et lorsqu'on vient créer une université, au-delà du texte réglementaire aujourd'hui, pour nous, l'université ne doit pas être un cadre formel et rigide, impossible à mouvoir, mais plutôt une offre de formation susceptible de s'adapter aux réalités, aux contingences, aux opportunités. Si aujourd'hui l'université de Garoua n'a pas une école des mines, par exemple, si l'on allait à l'exploitation des réserves minières dans les zones de la région du Faro ou bien de Mayo-Louti, il serait opportun à ce moment-là que l'université de Garoua puisse ouvrir une école des mines, même si c'est pendant une certaine durée pour former un nombre d'ingénieurs qui nous serait utile dans la région du Nord pour le faire. C'est comme nous pourrons aussi le faire avec d'autres universités. Donc pour nous, c'est une opportunité pour toute la région septentrionale, pas seulement le Nord comme entité politique, mais plutôt de l'Adamawa jusqu'à l'extrême Nord, afin qu'il y ait une intercorrélation, non seulement dans l'offre de formation, mais dans la mise en valeur des opportunités de ces 3 régions. Voilà pourquoi lors de ces meetings, l'on a reconnu cela comme étant une opportunité pour le Nord. Il ne s'agissait pas seulement d'être réducteur au Nord politique, mais plutôt à la partie septentrionale globalement et voire plus loin au Cameroun. Est-ce que les étudiants, les jeunes, vraiment les jeunes du Nord comprennent dans ce sens-là? Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on s'est dit c'est d'abord notre affaire avant tout le monde. Et avec le phénomène des replis identitaires chez nous, c'est plus dangereux, c'est une université d'État. Est-ce que les jeunes le comprennent que il faut certainement s'occuper des problèmes du Nord, mais ça peut aussi accueillir d'autres personnes? Bon, en parlant aujourd'hui des jeunes, il faut quand même savoir qu'il y a cette mixture-là entre, on peut dire, les jeunes ressortissants du Nord et les étrangers qui y vivent déjà, il faut le dire, avec la faculté des sciences juridiques et politiques de Ngaoundéré, annexe de Garoua, qui est déjà là. Et il faut quand même savoir qu'il y a une grande mobilité on peut dire, de groupuscules de Tchadiens qui viennent, bien sûr, se greffer à cette grande messe-là, estudiantine. Mais qu'à cela ne tienne, Séverin, il faut aussi rappeler qu'à côté de cela, ces étudiants-là sont en train d'attendre que les filières, c'est-à-dire que les filières-là soient porteuses. Du moins, qu'on ne soit pas dans, comme on le dit, des filières qui font dans la fabulation ou bien dans la théorie. Pour autant, j'aimerais aujourd'hui peut-être voler les mots du président qui disait tout à l'heure qu'il ne faudrait en aucun cas rester rabattu, comme on le dit, rester dans la ligne classique. Pour autant aussi, mais vous savez qu'il y a quand même un texte qui définit le cadre de fonctionnement de cette institution. Il y a eu un arrêté portant organisation administrative, académique et financière. Il ne faut pas sortir de là. Et il y a une tutelle en plus. C'est le ministère de l'enseignement supérieur. Exactement. Moi, le hic ou bien le problème avec peut-être la viabilité, j'aimerais peut-être aujourd'hui parler de la réalisation des infrastructures. Du moins, il faut quand même... Bon, on va revenir maintenant. On va revenir... Monsieur Séverin, si vous permettez, oui, c'est une opportunité, c'est indéniable. Mais je pense qu'il y a un problème de fond à la base qu'il faut d'abord résoudre. Il faut faire comprendre
à la population du Nord que c'est une opportunité que nous devrons exploiter. Justement, quand vous posez le problème des jeunes, on a l'impression que les jeunes ici ont tendance à baisser les bras à la moindre difficulté. Or, l'université, ça ne rit pas. Quand on va à l'université, il faut se préparer et il faut être prêt à affronter et les formations et les enseignements et les enseignants et le personnel. Donc, ces enfants qui sont pour la plupart, pour beaucoup, pas la plupart, qui sont restés à la maison, méritent qu'on fasse d'abord un travail de sensibilisation à la base, avant qu'ils n'accèdent même déjà à ces formations, je pense. Alors, je voudrais qu'on partage cet article 2 du décret présidentiel du 6 janvier portant organisation administrative, académique et financière de l'institution. Il est indiqué dans ce document que l'Université de Garoua doit, entre autres choses, élaborer et transmettre les connaissances, développer la recherche et la formation des hommes, concourir à l'appui au développement et à la promotion sociale et culturelle. C'est tout un défi. C'est une université qu'on devrait regarder autrement, Monsieur le Président. Ce n'est plus les universités d'avant. Je l'ai dit tantôt, nous n'attendons pas une université classique, celle tournée vers la diffusion juste du savoir des apprenants vers des enseignants vers des apprenants. Le troisième point de cet article 2 parle bien de l'appui au développement. Il s'agit donc normalement de réfléchir, d'appuyer la réflexion sur la transformation des opportunités, des atouts en réalité. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de développement. Maintenant, nous sommes dans un contexte différent de celui de la création des années 93, où c'était la centralisation en outrance. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Il faudrait donc que l'université soit un organe d'appui conseil aux collectivités territoriales décentralisées, au rang desquelles donc la région du Nord, afin que celle-ci transforme tout ce qui est sur le terrain en atout de développement. Je vais être un peu pragmatique. Nous sommes dans une zone de production cotonnière. Nous avons la SICAM, nous avons la saute coton, nous avons la production primaire, nous avons une première transformation du coton en matière brute ou bien pour l'épargne. Mais au-delà de cela, si nous prenons cela comme chaîne de valeur, que peut et que doit faire l'université pour transformer les maillons en aval de la production et la première transformation? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des potentialités halieutiques avec l'ACDO, avec la BENO et autres. Il faudrait que l'université, peu ou plus tard, soit ce vivier où l'on produise la connaissance en termes d'élevage de poissons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de préemption de la ressource naturelle qui met en danger les populations futures. Nous avons le domaine minier, nous avons la problématique de l'énergie, nous avons la problématique des infrastructures. Donc, pour moi, l'université doit sortir du cadre classique de formation de licenciés en ci, licenciés en cela. Ils sont utiles, ils seront toujours utiles pour aussi regarder donc maintenant le génie industriel, le génie de la transformation. Nous avons des entités, des industries qui existent dans la zone qui doivent faire partie intégrante de cet appui au développement. Pour nous, c'est cela. Et lorsque nous disons que nous sommes en train d'élaborer un plan régional de développement, l'un des axes sur lesquels nous devons travailler, parce que c'est en concordance avec la SND 30, c'est la ressource humaine. Tant que nous n'aurons pas formé un homme digne, capable d'être un citoyen averti, je pense que nous aurons raté le coche. Et pour ne pas rater le coche, nous devons nous appuyer justement sur l'université comme étant le dôme du cycle de formation que nous offrons aux populations. Mais Monsieur le Président, c'est comme si vous rejetez tout sur l'université, tel qu'on à vous entendre parler, l'université ne pourra pas tout faire. Madame, je vais parler du dôme. C'est-à-dire, en dessous, vous avez l'enseignement primaire, maternelle primaire, l'enseignement secondaire, avant de se retrouver au niveau de l'université. Vous ne pouvez pas faire tout. Vous n'avez pas le rôle, vous n'avez pas le droit ou la possibilité de faire tout. Non, mais seulement, docteur, peut-être c'est un problème d'interprétation, mais je vous dis, vous avez le devoir, je pèse mes mots, vous avez le devoir de nous aider à former le citoyen de demain. Non, et là, une bonne partie de cela... Je suis d'accord avec vous sur certains points, mais ce qui est sûr, nous l'avons dit tout à l'heure, nous étions unanimes. L'université de Garoua doit venir avec une nouvelle idéologie organisationnelle. Ça, c'est clair. Et cette nouvelle idéologie-là, justement, ne peut pas se mettre en place seule.
Donc, il y a un problème de fond, il y a un travail à la base qu'il faut faire. Choisir d'abord minutieusement les enseignants. Il y a déjà... On va parler, oui, allez-y. On doit choisir les enseignants et amener les enseignants à comprendre que nous voulons aller vers la professionnalisation des enseignements. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, tant que nous n'allons pas vers la professionnalisation des enseignements... Madame, ça c'est une cuisine interne au ministère, s'il vous plaît. C'est une cuisine interne au ministère de l'enseignement supérieur. Pour le moment, nous allons débattre à droit constant. Le Conseil régional du Nord n'intervient pas dans la désignation, la sélection, la promotion, l'utilisation des enseignants du cycle universitaire. Entendons-nous. Nous ne l'avons pas encore. Je suis en train d'arriver. Madame, si vous permettez, je vous ai écouté, si vous permettez. Ce que nous pouvons faire, nous, au niveau des collectivités, c'est d'être associés à la gestion de ces universités, d'émettre nos besoins et de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme ressources d'accompagnement. Aujourd'hui, ce que peut-être vos téléspectateurs ne savent pas, avant que l'université ne soit créée, nous avions déjà mis une réserve foncière dans la ville de Garoua pour abriter cette institution universitaire. Donc pour nous, dès lors que les ressources financières, les ressources intellectuelles pourront être mises en place pour la construction, l'édification de cette université, la ressource foncière est déjà là. C'est cette collaboration que nous appelons entre les collectivités et l'institution. Et vous trouverez déjà porte ouverte à notre niveau. Voilà, c'est le message que je vous passer. Alors, docteur Abdoul Ousmane. Oui, monsieur Séverin. En fait, pour aller dans le sens du président, au début de mon propos, j'ai parlé d'associer le conseil régional à la gestion des universités. En fait, là, ça tient déjà au niveau de la définition des offres de formation. Et une fois les offres de formation définies, comme l'a dit le docteur Rukatou, il faut beaucoup plus axer les formations sur la professionnalisation. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre juste les enseignants théoriques pour venir dispenser des cours théoriques. Il faut associer ceux qui sont également sur le terrain pour permettre véritablement à ces apprenants d'apprendre ce qui se fait réellement sur le terrain. Les jeunes sont les principales cibles, les principaux bénéficiaires de la création de cette université à Garoua. Nous avons voulu avoir leur opinion là-dessus, comment est-ce qu'ils perçoivent cette affaire. Regardons cet assemblage de points de vue fait par Michel Renaud-Oranja et Laetitia Onana. L'acte de création de l'université de Garoua a été accueilli avec une grande ferveur par les populations. C'est tombé à pic à Garoua parce que vu vraiment la pauvreté et puis les parents n'avaient pas de moyens pour pouvoir envoyer ses enfants aller louer peut-être à Yaoundé ou bien à Ngaoundéré. La population de Garoua remercie d'abord le président pour la création qu'il a donné, l'accord qu'il a donné comme université de Garoua. Les dépenses là vont s'anéantir. Quand tu vas envoyer l'enfant peut-être en Goïkele, il faut dépenser énormément d'argent. Mais si cet enfant auprès de toi, au moins s'il ne va pas payer le loyer, tu peux seulement te battre pour payer le taxi. Pour nombreux jeunes et autres parents, cette université est une manne qui va concourir au développement de la région. Cette université est la bienvenue parce qu'elle permettrait de renforcer, n'est-ce pas, la formation des enfants natifs de la région. Et nous souhaitons justement que cette université réponde, n'est-ce pas, aux besoins de professionnalisation. La ville de Garoua, qui abrite encore nombreuses facultés annexes de l'université de Ngaoundéré, a déjà un site pour accueillir son université. Adapter les enseignements aux besoins de la région reste un vœu important. Les filières que j'aimerais voir dans cette université, il y a par exemple l'administration en décentralisation. L'université de Garoua a besoin de plusieurs facultés. Par exemple, nous avons besoin de la géographie, la faculté de la géographie, qui peuvent aider. Nous demandons aussi une filière qui fait plus dans le domaine de l'agriculture, en fait, dans l'agro-pastorale, pour pouvoir pousser les jeunes à s'investir à l'intérieur et s'investir dans le domaine de l'agriculture. Il faut qu'il y ait aussi les différentes filières comme les autres aussi, l'agriculture, l'élevage. C'est ça que le Nord demande plus. Ça serait peut-être l'économie numérique, donc l'informatique,
Parce que déjà, beaucoup de jeunes se lancent aussi dans le secteur-ci. Cette nouvelle institution universitaire contribuera à coup sûr à former les acteurs qui participeront au développement du Nord et du Cameroun tout entier grâce à la qualité des enseignements ainsi qu'à la bonne formation des ressources humaines. Alors, à vous entendre, hein, je suis d'accord avec vous sur ce plateau, il faut regarder l'université autrement. Sortir de ces enseignements généraux, des docteurs, des médecins, se rapprocher des besoins réels de notre développement. Mais est-ce que c'est faisable? Vous, comme enseignant, comme partenaire, employé de ces universités, vous êtes tenu par un cadre qui est bien défini. Vous ne pouvez que fonctionner là. Est-ce qu'il est possible, nous sommes dans le cadre de la réflexion, est-ce qu'il est possible qu'avec l'université de Garoua, qu'on puisse établir cette passerelle avec le conseil régional, de sorte que les produits de l'université lui soient profitables? Bien sûr, c'est faisable. Et comment ça peut se faire? À travers la définition d'un nouveau système de gouvernance des décideurs, je pense. Donc on doit les mettre décideurs, ça veut place. dire c'est Yaoundé, c'est plus ici. Tous les décideurs, D'accord. tous les décideurs, y compris ceux qui sont ici. Donc pas seulement ceux de Yaoundé. Moi, je ne veux pas spécifier les décideurs. Je ne suis pas décideur, vous m'avez invité comme enseignante. Je ne me positionne pas comme décideur, mais je dis que pour que ça puisse se faire, c'est le système de gouvernance des décideurs qui pourra le faire, je pense. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les décideurs? Ils doivent modifier les modules de formation, ils doivent vous donner plus de moyens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'on y arrive? Les modules de formation, c'est au niveau des établissements qu'on définit les modules de Alors formation. ma question est donc là, est-ce que vous êtes prêt à intégrer des modules de formation qui peut permettre au conseil régional chargé de conduire le développement de la région de pouvoir disposer des ressources humaines suffisantes pour faire ce travail? C'est tout l'intérêt de l'association du conseil régional à la définition de ces modules de formation. Puisque si à la base on les associe, on essaie d'identifier. Je pense que le président du conseil régional est en train a mis en place un comité de pilotage pour élaborer le plan régional de développement. Et il vous l'a dit tout à l'heure, il a eu à faire des descentes dans tous les 4 départements pour recueillir les besoins des populations, parmi lesquels les besoins en termes de formation. En associant le conseil régional, en tenant compte des résultats de ce plan régional de développement, on peut essayer d'adapter les offres de formation aux besoins des populations. Bon, écoutez, en réalité, peut-être il a effleuré la problématique. Dans le comité de pilotage de l'élaboration du plan régional de développement, le milieu universitaire est représenté par 2 enseignants. Nous avons tenu à ce qu'au plus haut niveau donc, de l'élaboration du plan régional de développement, que le milieu universitaire soit représenté. Ce n'était pas une vue de l'esprit, certes ce sont les dispositions réglementaires, mais c'était beaucoup plus pour nous, non seulement de les informer déjà en avance des besoins susceptibles d'être présentés par le conseil régional ou les collectivités territoriales décentralisées en termes de recherche, en termes d'appui au développement, mais aussi de comprendre quelles sont les limites, quels sont les problèmes auxquels eux, ils sont confrontés dans le cadre de l'offre de formation. Lorsqu'on me dit, OK, aujourd'hui, c'est à nous de venir exprimer les besoins, mais je reviens au texte. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la nomination d'un recteur, de l'ensemble des responsables de cette histoire-là. Tenez-vous tranquille, le conseil régional n'est associé ni de près ni de loin à cette réflexion. Nous n'avons pas été contactés pour cela. Nous attendons de voir qui sera désigné parce que c'est ce que les textes prévoient. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas l'obligation de consulter, de proposer au conseil régional de faire des propositions pour la désignation d'un recteur. Nous attendons le recteur qui est là. Nous, ce que nous pourrons prendre en considération, c'est déjà l'appui en termes d'infrastructure, en termes de domaine avec les services déconcentrés de l'État. C'est en termes, comme vous l'avez dit, d'information, de sensibilisation, de communication vis-à-vis des parents et des étudiants de la jeunesse du Nord sur la saisine de cette opportunité. C'est en termes aussi d'accompagnement, donc maintenant, des premières autorités qui seront désignées au niveau de ces institutions universitaires pour leur faciliter la tâche. C'est ce que nous avons fait avec vous, ce que nous avons fait avec d'autres avant vous qui étaient là dans les autres facultés. Mais maintenant, comprenez une chose, nous sommes dans 2 ères totalement différentes. À l'ère de la centralisation à outrance des années 93, vous devrez opposer et prendre en considération l'ère de la décentralisation. La planification en top-down
ne devrait plus tenir, c'est du bottom-up aujourd'hui. C'est la population, à travers leurs représentants, que sont les collectivités de l'art décentralisées, les élus, qui devraient vous dire quels sont leurs besoins. Vous apporterez donc maintenant le savoir savant pour leur dire à ces besoins peuvent correspondre tel type de solution. Et à ce type de cette solution. démarche, Monsieur le Président, Madame Roukatou posait un problème tout à l'heure. Il faut déjà dès la base trouver des enseignants. Et ça, c'est une grosse épine dans la chaussure de l'élite du Nord, de l'État même. Parce qu'il faut trouver des enseignants pour aller dans le sens que vous souhaitez. Parce que vous êtes dans la logique de la révolution totale de l'université. Vous ne voyez plus les choses comme avant. Désolé, c'est une évolution. Ouais. Il faut faire la différence, la révolution et l'évolution. Nous ne demandons pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais plutôt tenir compte des réalités sociologiques, environnementales, politiques et administratives actuelles. Et la question des enseignants à l'université de Garoua, ça va pas, c'est pas un frein, c'est pas un élément bloquant. Il faudra les trouver. Oui, il faut les trouver, mais ça, on pense que le ministère de tutelle va gérer. Trouver surtout les enseignants qui peuvent... Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, docteur, parce que là, il faudrait aussi que l'on mette la pression pour dire à ce niveau que nous voulons des enseignants de qualité en quantité. Docteur, les compétences peuvent être définies. Je vous prends un cas aujourd'hui. Vous avez une ville comme Garoua où il n'y a pas un seul pédiatre dans un hôpital. Vous avez une ville comme Garoua où la faculté de sciences, des gens partent de Ngaoundéré en mission pour venir donner des cours et dès le cours terminé sont répartis sur Ngaoundéré Sud-Ouala. Il faudrait qu'au niveau de l'université, que ce problème soit perçu dès le départ afin de trouver des conditions qui permettent de fixer ces enseignants sur place. Parce que la problématique des enseignants dont vous parlez, elle a une double facette. Non seulement en termes de qualité et de quantité, mais en termes aussi de prise en compte des composantes sociologiques internes. Aujourd'hui, si l'offre de formation... Non, je ne le suis pas, madame, je suis désolé, je préfère être dubitatif et attendre de voir les mesures que le gouvernement prendra. Ça sera fait, excusez-moi, ça sera fait. Ça sera fait parce que la situation que vous êtes en train de décrire maintenant, c'est parce que ces établissements qui sont sur le terrain fonctionnaient comme des établissements annexes de l'université de Ngaoundéré. Et c'est pour ça que c'est les ressources humaines de l'université de Ngaoundéré qui sont donc obligées de se déplacer pour venir diffuser les enseignements. Vous m'aurez sur votre dos le moment venu pour vous rappeler, c'est la docteure Roukatou. Soyez rassurés, l'université de Garoua aura ses propres ressources et que ce soit pour la majorité des ressortissants de cette zone qui sont à même de pouvoir communiquer avec le leur. Mais c'est dangereux, monsieur le président. Ce n'est pas dangereux, je dis en majorité, je n'ai pas dit en totalité. Les autres vont vous dire, mais pourquoi seulement ceux d'ici? Parce que ceux qui viennent d'ailleurs... Vous parlez tout à l'heure de l'unité nationale, il faut... Oui, la mythique de l'unité nationale ne veut pas dire l'exclusion automatique des ressortissants pour des considérations de vivre ensemble. Le vivre ensemble doit être pris en considération. Mais de l'autre côté, la transmission du savoir doit aussi se baser sur la facilité de communication. Et on ne peut pas me prouver aujourd'hui qu'un ressortissant d'une autre région ait plus de facilité de communication vis-à-vis des populations qu'un ressortissant local. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de bafouer la notion de vivre ensemble, mais il s'agit, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, de mettre de l'équité, pas de l'égalité. Ce dont vous parlez, c'est une notion d'égalité de chance pour tout le monde. Moi, je vous parle d'une notion d'équité pour les ressortissants de la région. Pour qu'aujourd'hui, la majorité, je réplique bien, je dis bien la majorité des enseignants, des encadreurs puissent venir de la région et pour qu'ils puissent encadrer le leur de manière un peu plus pragmatique. Parce que la problématique de leur développement leur tient à cœur en termes sociologiques avant d'être un terme de travail. L'article 2 parle d'ailleurs du développement, la promotion sociale et culturelle. Exactement, ça rentre dans la même optique. Dans l'autre cadre, moi, j'aimerais parler de la disponibilité. Tout à l'heure, madame parlait de ceux qui quittent de Ngaoundéré afin de dispenser cours à Garoua. Mais en ce qui concerne l'autonomisation aujourd'hui de l'université de Garoua, en ce qui concerne la viabilité de ces professeurs-là, la disponibilité des ressortissants, sans toutefois émettre l'idée d'ethnicisme ou bien de division, puisqu'on parle de l'unité nationale, et vous l'avez réitéré lorsque le président du conseil parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Le mieux, il faudrait exploiter ces enseignants-là de l'extérieur
pour qu'enfin ils puissent aujourd'hui initier, comme on le dit, on peut dire qu'ils puissent installer, comme on le dit aussi, une autre formation pour que ces professeurs qui seront formés, c'est-à-dire les ressortissants du Nord, pour que nous n'ayons pas ce même problème d'indisponibilité. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, Séverin, que nos enseignants, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai eu à mettre pied dans cette faculté de sciences juridiques et politiques, il y a certains enseignants qui ne sont pas disponibles. Il y a parfois qu'on vous renvoie ces polycopes, vous êtes obligé. J'arrive, docteur, j'arrive. On vous envoie, monsieur, oui. Et c'était le même problème rechigné par le président du conseil qui disait qu'il y a un problème de disponibilité. Problème de disponibilité, c'est-à-dire que pour faire face à cela, il faudrait convoquer tous ceux et celles, c'est-à-dire les moyens, les pinières de la région du Nord, pour qu'ils viennent, bien sûr, ils viennent s'installer dans la région du Nord et pour que ce problème-là ne reflue plus. Je préfère préciser ma pensée. Il ne s'agit pas pour moi d'exclure des enseignants venant d'autres régions du pays ou bien de l'extérieur. Il s'agit de favoriser soit la mobilisation des ressources humaines actuelles ressortissant du Nord en termes de capacité de formation, soit de mettre en place donc un système de génération de ces ressources humaines le plus rapidement possible pour qu'elles prennent la main. Entendons-nous très bien. Il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit de l'apport, mais il s'agit de favoriser de ce côté-là l'émergence d'un corps enseignant dédié appartenant à la région du Nord, des enfants du Nord. C'est de ça dont il s'agit quand je parlais d'équité. L'égalité voudrait que tout enseignant, d'où qu'il vienne, qu'il soit camerounais, de l'Est ou du Nord ou du Sud, puisse être mobilisé à Garoua. Mais plus tard, il faudrait que le système qui sera mis en place favorise aussi l'émergence, l'éclosion d'un corps d'enseignants ressortissants de cette région-là, au même titre que les autres. Voilà, je préfère que cette pression-là soit d'abord clairement comprise et puis après on peut discuter sur d'autres aspects. Le gouvernement s'inscrit dans une logique de mise en place progressive de nouvelles universités, aussi bien à Bertoua, Garoua que Bolova. Le ministre de l'Enseignement supérieur affirme que les établissements pourraient être fonctionnels dès octobre 2022, donc cette année. Mais l'État doit financer les constructions, les infrastructures. C'est un élément qui suscite des inquiétudes quand on connaît la vitesse d'exécution de l'État parfois. Bien entendu, M. Séverin. Ça fait pas peur? Ça fait un peu peur parce qu'on a eu à voir chez le voisin à l'université de Maroua. Ça a fait presque 10 ans pour se mettre en place pour voir véritablement des bâtiments. Mais je pense que la pensée du ministre de l'Enseignement supérieur est celle qui a déjà des établissements qui fonctionnent déjà à Garoua. Déjà, l'annexe de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré devient automatiquement faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Garoua, qui a déjà des locaux. Et en passant, la faculté rentre en Ngaoundéré, c'est ça? Non. C'est les étudiants de la faculté. Le patrimoine est reversé automatiquement. À l'université. C'est les responsables. C'est-à-dire quoi? Monsieur Séverin, c'est les responsables mais qui doivent choisir. On est dans des choses provisoires, on veut institutionnaliser le provisoire. Non, écoutez, soyons sérieux. Il faudrait que les 3 institutions universitaires nouvelles puissent tirer les leçons des anciennes institutions universitaires, des difficultés qu'elles ont eues à traverser. Le fait de faire un jeu de passe-passe juridique pour dire que l'ancienne annexe de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré devient la faculté de sciences juridiques de l'université de Garoua. D'accord, mais vous êtes logé dans quel locaux, madame? Vous êtes logé dans quel locaux? C'est l'ancienne mairie de la communauté de Garoua premier qui exécute, qui abrite cette faculté. Les élèves, il fait chaud à Garoua, vous êtes assis Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que l'État doit faire des efforts pour mettre en place des infrastructures. Mais de l'autre côté, j'en venais donc, de l'autre côté, maintenant la donne a changé. Il faudrait que les collectivités... Oui, je suis désolé, le ministère de l'Enseignement supérieur ne l'a pas encore fait. Donc aujourd'hui, je parle, mais je ne sais pas dans quel domaine je serai compétent pour l'enseignement supérieur. Donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais il faudrait donc maintenant que l'on comprenne que la problématique des infrastructures ne doit plus se faire seulement par l'État. Vous l'avez dit, les rythmes
Les réalisations des projets sont peut-être longues. Les questions de mobilisation des ressources et d'intervention multi-azimuts de l'État font qu'il ne peut pas se concentrer nécessairement sur ces établissements-là. Il faut donc maintenant repenser, remodifier le mode d'intervention des acteurs pour la mise en place d'infrastructures. Ça peut être le secteur privé, ça peut être les collectivités territoriales décentralisées, ça peut être la coopération internationale et autres, mais il faudrait qu'on trouve un mode qui accélère la mise en place de ces infrastructures. Mettre en place un comité de réflexion pour voir comment on va répartir ces offres de formation. Ça, c'est encore une approche des fonctionnaires. Un comité de réflexion, ce n'est pas une approche de fonctionnaire. Pourquoi vous pensez toujours que tout c'est une approche de fonctionnaire, Monsieur le Président? Parce que c'est la... Moi, je suis par des formations professionnelles, je dois réfléchir. Je dois utiliser ça va faire un bon rapport, cerveau ça rentrera dans pour le réfléchir. Il faut bien qu'on sache comment cette offre sera répartie le long de la région. Mais maintenant, comment allons-nous faire? Il faut que nous nous asseyions. Si vous vous asseyez avec moi, avec lui, et on associe d'autres personnes, on trouvera bien les moyens pour résoudre ces problèmes. Et vous déciderez comment? Mais on voilà verra. la fin de la chose, vous déciderez comment. On verra comment on va faire. Et puis justement, c'est le on verra qui me fait peur. La peur dont parle M. Séverin, c'est le on verra qui fait peur. C'est-à-dire on est en train d'institutionnaliser un provisoire qui deviendrait définitif. Il faudrait que l'on s'assure clairement qu'on a un cahier de charge, on a un plan de développement de cette université vers lequel on tend et que les parties prenantes, désolé, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, c'est lui qui aujourd'hui est le chancelier des ordres de l'académie, c'est lui qui est en charge de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, c'est à lui de nous dire comment est-ce que l'on pourrait faire. Maintenant, nous pourrons dire, selon nos capacités, selon nos compétences, selon les ressources qui nous seront transférées, qu'est-ce que nous pouvons apporter là-dedans. Ok? C'est à ce moment et à ce moment seulement que ce comité va être quelque chose d'utile. Mais si c'est juste pour s'asseoir, produire de grands rapports que vous mettez dans vos tiroirs par la suite, ou bien vous allez embellir vos bibliothèques avec, excusez-moi, nous ne serons pas sortis de l'auberge. C'est nous qui avons demandé. C'est nous qui avons dit, nous voulons parce que nous pensons que nous avons aussi un apport à faire là-dedans. Vous en tant qu'enseignant, vous en tant que qui? Nous, je dis nous en tant que population. Nous, quand je dis nous, en tant que population. Ah, maintenant, vous n'êtes plus dans la position du docteur ou de ça dépend, vous êtes ça dépend. Dans la population. Maintenant, je vous dis donc aussi, en tant que représentant de la population... Laissez-moi parler aussi, Monsieur le Président. Laissez-moi parler. Je précise bien ma pensée. C'est nous qui avons dit, nous voulons. Et nous voulons parce que nous pensons que nous sommes capables aussi d'accompagner le ministère de tutelle. On ne va pas tout rejeter sur le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, le cahier de charge dont vous parlez, ce comité de réflexion peut très bien proposer un cahier de charge au ministère de tutelle. Pourquoi vous ne pensez pas? Mais il faudrait choisir nommément les personnes qui vont contribuer. Et on va proposer un cahier de charge au ministère. Madame, je le dis, pour le moment, je tranche à droit constant. Et le droit constant, pour le moment, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui est le responsable de la mise en la politique en matière d'enseignement supérieur dans ce pays. Dans le cas de la décentralisation, si j'ai un rôle à jouer, le jour où le ministre de l'Enseignement supérieur décidera de transférer certaines compétences à la région, nous jouerons ce rôle-là à fond et le ministère nous trouvera à ses côtés. Je dis bien à ses côtés pour l'accompagner dans le déroulement de ce cahier de charges. Nous sommes à Garoua. Cela fait un an à peu près, le Lamida de Garoua a connu des changements à sa tête. Le Lamido Ibrahim Suleimanou Rachdine est au trône depuis le 10 mai 2021. Qu'a-t-il fait de ses promesses de modernisation et de transformation du visage de sa chefferie? Regardons le Lamido de Garoua, il nous parle. Nous avons engagé dans le cadre de la FADA des réformes en matière de religion. Nous avons fait des réformes au niveau du tribunal coutumier. Il y a des juges et il y a des avocats qui sont en vue parce qu'ils sont en train d'être formés. Nous avons 4 différents juges qui n'existaient pas par le passé. Il y a le litige, un juge chargé de litige foncier, un juge chargé des naissances et des mariages et divorces, et il y a un juge spécialement chargé de la question d'héritage. Et tout s'applique, se base sur le Coran et éventuellement sur la Bible, parce que nous sommes en train de vouloir mettre aussi au sein du tribunal coutumier des hommes d'église, pasteurs, prêtres, qui feront de sorte que la laïcité puisse être représentative au niveau du tribunal coutumier. Et rien qu'à voir la forme aujourd'hui du tribunal coutumier, il y a à comprendre déjà que nous avons décollé.
C'est ce que nous appelons sensiblement l'islam au cercle de lumière. Parmi toutes ces réformes en matière de religion, il y a l'une des plus grandes réformes qui a été faite par rapport au Conseil consultatif islamique. Elle n'existait pas. Le Conseil consultatif islamique traite de la question de l'islam au niveau de la communauté de Garoua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est indépendante. Le Lamido consulte le Conseil consultatif islamique avant de prendre toute décision en matière de religion. Elle est composée de 12 érudits, 12 grands érudits que nous appelons les Modibé, bien calés, qui ont des savoirs qui permettent de traiter de la question religieuse. Lorsqu'il y a une activité culturelle, vous verrez que ce n'est pas seulement les Peuls ou les Fali qui ont été les premiers habitants de Garoua. Non. Ou bien pour dire les Ilaga ou les Wolarbe ou les Kilba, non du tout. Nous nous retrouvons tous ensemble pour faire la fête. D'ailleurs, au niveau de notre organisation traditionnelle, nous avons le dernier vendredi du mois pour des festivités traditionnelles. Et nous faisons l'effort de rassembler toutes les ethnies lors des festivités culturelles pour qu'on se retrouve tous. Et lorsque nous partageons le repas, nous retrouvons le ndomba de poisson, le ndomba de silure, nous retrouvons le boko, nous retrouvons le kwem, nous retrouvons le sanga. Lorsqu'il faut se lever pour danser, bien qu'il y ait des restrictions, vous allez voir nos sœurs de l'extrême nord, avec leur tradition, elles viennent danser avec nous. Et aujourd'hui, le peuple peut esquisser des pas de danse Fali, il peut esquisser des pas de danse arabe choua. Ne soyez pas étonnés de voir que d'ici là, un ou 2 ans, le peuple peut danser la siko. Nous sommes en train de créer des emplois secondaires. Nous faisons tout pour que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas dépendre de la fonction publique, mais qu'ils doivent créer leurs propres emplois. Nous faisons tout pour que le niveau de vie ne soit plus cher ici. Nous sommes passés, par exemple, dans toute la zone agricole de Garoua, de 8000 sacs de chaque type de céréales. Aujourd'hui, nous sommes sensiblement à 36 000. L'État fait tout à travers le ministre de l'Agriculture pour appuyer ce tampon-là, par exemple. Nous avons des engins ici. Nous soutenons les zones reculées de Garoua. Et aujourd'hui, les résultats sont clairs. Vous n'entendez pas qu'il y a la famine à Garoua ou il y a la faim. Les gens arrivent à manger 3 fois par jour, même si c'est une bénédiction propre au Cameroun. C'était donc le Lamido de Garoua. Nous revenons sur le sujet, nous parlons de l'université de Garoua en création. Cette université est supposée assurer, c'est une citation, assurer aux enseignants les moyens de leur activité d'enseignement et de recherche dans des conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. C'est un gros challenge, docteur. Un gros challenge vraiment, parce que assurer les moyens... Le président a évoqué tout à l'heure l'aspect des infrastructures. Il faut avoir les infrastructures adéquates. Il faut mettre les enseignants dans des conditions idoines qui leur permettent non seulement de dispenser leurs enseignements, mais de contribuer à la recherche pour permettre l'appui au développement de la région du Nord. Donc c'est vraiment un gros challenge. Surtout quand vous regardez ce qui s'est passé chez les voisins, vous avez dit 10 ans. Est-ce que c'est facile de franchir le pas? Vous savez, j'ai confiance quand même à la population de Garoua et à nos élites et à nos autorités. Je pense qu'ils sauront secouer le cocotier pour permettre véritablement d'avoir les infrastructures de qualité dans un temps assez relativement court. Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur nous a parlé de 5 ans quand il nous a présenté la maquette. J'espère véritablement que d'ici 5 ans, que nous pourrons voir déjà quelques bâtiments qui seront opérationnels. Docteur Abouakar, est-ce que vous sentez qu'à Garoua, les enseignants auront les mains libres pour faire leur travail, sans qu'ils soient bousculés ou persécutés par les acteurs politiques qui absolument voudraient vous avoir avec eux? Non, je pense qu'il n'y aura pas, chacun va rester dans sa sphère d'influence. Il y aura juste... Le président, lui, il a besoin des gens qu'il peut parler pour faire un travail précis. Si vous n'êtes pas avec lui, ça pourrait marcher? Oui, lui, on va essayer de l'aider, de l'accompagner dans le renforcement des capacités de coopération régionale. Tout ce qu'il souhaite, il l'aura.
Madame, il aura qu'à l'UNICA. C'est au-delà de la coopération. Voilà. C'est au-delà de la coopération régionale. On va vous accompagner donc pour vous faciliter la mise en place des instances de développement régional. Je crois que là, vous êtes satisfait. Non, pas du tout, pas encore. Bon, finalement, écoutez, ça devient compliqué. Je ne rentre pas dans la discussion. Est-ce que vous serez libre de faire ce que vous voulez à l'intérieur Oui, j'ai dit que pour ma part, écoutez, il y a 3 axes sur lesquels, en principe, nous devrons établir des relations de coopération. La première, comme vous l'avez dit, c'est le renforcement des capacités des ressources humaines que nous pourrons utiliser au niveau du Conseil régional et des autres collectivités territoriales décentralisées. La deuxième, c'est évidemment la création d'une certaine jeunesse qui soit des citoyens avertis, en termes non seulement de leur responsabilité sociétale, mais aussi de leur capacité à se prendre en charge. C'est-à-dire l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il a parlé de la professionnalisation, il a parlé des offres de formation qui soient idoines par rapport au contexte et aux localités, aux réalités locales. Tout à l'heure, je vous ai pris le cas de l'agriculture avec le coton. Ça peut être le cas de l'élevage, ça peut être le cas de la pêche, ça peut être le cas de l'artisanat et du commerce. Le troisième axe, par contre, c'est celui-là où vous devriez modifier le mental global de la région. Quand je dis vous, ne le prenez pas à titre personnel. C'est-à-dire, c'est... Et que peuvent les enseignants dans ce cadre? Dans ce cadre-là, c'est de dire, OK, écoutez, dans d'autres régions du monde où nous sommes en collaboration avec des universités, voilà ce qui se fait. Nous ne sommes pas censés savoir quelles sont les opportunités. Un pays comme le Japon, qui ne produit pas 1 gramme de fer, fut à un moment le plus gros exportateur de véhicules au monde. Parce que les gens ont pensé qu'ils pouvaient aller prendre de l'acier et le transformer au Japon pour le vendre. Le Cameroun peut aujourd'hui, au niveau de la zone septentrionale, élaborer et mettre en place un programme économique pour la création des richesses dans des secteurs d'activité qui soient totalement nouveaux. Mais vous savez que l'un des chevaux de bataille de l'État, c'est que depuis 2007, l'État a demandé d'instituer un cours sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises dans toutes les formations. Donc, ils sont déjà formés. Ils ont un pied, on leur apprend à avoir un pied à l'école et un pied dans le business. Ça, c'est déjà fait. Allez au-delà de cela, madame. Je ne veux pas des chômeurs intellectuellement bien formés. Je parle de gens, nous, qu'est-ce que nous vous proposons? OK, il y a une opportunité de business dans tel domaine. En corrélation avec l'université, nous formons et nous accompagnons à l'installation des jeunes. Nous formons et nous accompagnons l'installation des femmes. Parce qu'aujourd'hui, la région du Nord, c'est quoi? C'est pratiquement 51% de femmes. Je me dis, moi, en tant que président du conseil régional, si je peux, dans le cadre d'un programme, améliorer ce que l'on appelle en anglais le women empowerment, c'est-à-dire l'émancipation économique des femmes. L'autonomisation. Non, je vais au-delà de l'autonomisation, je vais de l'émancipation économique. Je pèse mes mots, madame, docteur. Vous et moi, on se comprend. L'autonomisation, c'est juste c'est la lutte contre la pauvreté. Moi, je parle de la création des richesses des femmes. Que j'ai des femmes chefs d'entreprise, parce qu'au niveau de leur famille, elles ont su insuffler l'idée d'entrepreneuriat. Cette femme n'a pas besoin que son enfant vienne jusqu'à l'université pour s'élever avec une vision d'entrepreneuriat. L'enfant, dès la maison, copie les mécanismes développés par sa mère en termes d'entrepreneuriat. Et cet enfant, lorsqu'il arrive chez vous, il a déjà des bases solides, ou alors il n'a même pas besoin d'arriver chez vous pour se prendre en charge. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis d'accord, d'accord. Maintenant, qui seront les acteurs de cette innovation en premier? C'est d'abord nous, les enseignants. C'est ce que dit vous. C'est d'abord nous. Mais maintenant, en tant qu'acteurs de cette innovation, il faut qu'on soit donc en contact avec les entreprises dans le cadre de la professionnalisation. Or, ce n'est pas fait. C'est pas fait. Peut-être que ça doit aussi être le rôle du conseil régional qui est en contact avec. Je vous ai dit, nous serons à jouer ce rôle de facilitateur. Nous serons à côté d'eux pour le faire. Le docteur et moi savons que nous entreprenons pour la fin de l'année 2022 de faire une foire à dimension différente d'Agaroua. Ils ont fait une foire en 2021. Nous avons travaillé avec eux, nous avons donné le petit appui que nous pourrions leur donner, mais nous avons prévu dans le budget du conseil régional cette année l'élaboration, la mise en place d'une foire dans laquelle donc, nous mettrions en contact à la fois les acteurs en tant qu'acteurs économiques, les instituts de formation et puis donc dans les entreprises locales ou nationales pour pouvoir créer donc cette corrélation. Donc nous sommes déjà dans cette dynamique-là et vous nous trouverez, comme je le répète depuis le départ, le conseil régional, les collectivités de la décentralisation sont à côté de vous pour marcher avec vous sur ce sentier de développement. Nous ne sommes pas contre vous, nous ne sommes pas un spectateur pour vous regarder faire, mais nous vous accompagnerons
dans ce cadre-là. Et nous pensons qu'en vous accompagnant, c'est un cercle vertueux que nous mettons en place parce que de l'autre côté, nous pouvons tirer profit de ce que vous mettrez en place, docteur. Oui, les offres de formation vont tout faire pour répondre à vos besoins et pour répondre aux besoins locaux des populations. Ne vous en faites pas. Bien d'autres faits d'actualité ont meublé les journaux cette semaine, des faits qui ont été traités avec beaucoup de hauteur. Nous allons prendre la revue de presse. Fête nationale du travail, pas de défilé cette année. Pour Réalité Plus, c'est moins de bombance et plus de réflexion. Et réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le journal de Paul Ngouaré Kindi répercute en effet le message du ministre du Travail et de la Sécurité sociale aux travailleurs. Dans Cameroun Tribune, le long week-end engendré par la fête du travail et la fin du mois de Ramadan. 2 jours fériés conformément à la législation régissant les fêtes légales au Cameroun. La pénurie de carburant en rabat-joie, selon Ecomatin, la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, a du mal à satisfaire ses commandes à cause des dysfonctionnements dus à la rareté du gasoil. De quoi faire monter l'inquiétude malgré les assurances du gouvernement, note le journal Le Jour. Dans le Messager, ce calvaire qui carbure au diesel affecte durement la vie quotidienne de la population et frappe de plein fouet l'économie nationale. Des solutions urgentes s'imposent donc, comme ces recommandations fortes et optimales du Premier ministre chef du gouvernement pour l'encadrement des déplacés centrafricains. Infomatin fait écho des résolutions de la conférence ministérielle régionale sur les réfugiés de ce pays voisin. Ces propositions de Yaoundé sont aussi relayées par Cameroun Tribune, soutenir le processus de reconstruction en cours en RCA, mettre en place des mesures pouvant favoriser le retour volontaire, contribuer à la stabilisation socio-économique de ce pays en proie à des crises politiques successives, entre autres. La revue de presse était sur la scène. Alors, Madame, Messieurs, on va sortir de cet échange assez enrichissant sur la création de l'université de Garoua. Pour vous, l'université de Garoua de demain, c'est quoi? Pour moi, l'université de Garoua, M. Séverin, c'est une université qui répond, comme on l'a dit, on a passé tout le temps à le dire sur ce plateau, qui répond aux besoins des populations de la région du Nord. C'est une université qui doit associer le Conseil régional et les collectivités territoriales décentralisées au niveau de la réflexion, déjà au niveau des offres de formation, au niveau de l'implémentation de ces offres de formation, pour qu'au sortir, ces étudiants puissent soit trouver des emplois dans les domaines qui sied dans la région du Nord, ou bien pouvoir entreprendre dans les domaines qui sied également dans la région du Nord. Fernand? Moi, je dirais que c'est déjà, disons, en tout cas, un fruit déjà consommé ici dans la région du Nord. Mais la seule chose que nous attendons, il faudrait que... Mais la mise en place est progressive. On a parlé de la mise en place. On a dit 5 ans. Vous l'avez déjà consommé? On a déjà consommé la maquette donc, sur Mondovision. Donc nous attendons 5 ans pour concrétiser cela. Donc pour autant dire que nous sommes optimistes et nous pensons qu'avec bien sûr la bonne communication entre les collectivités territoriales et bien sûr les administrations des différentes universités, que nous allons bien sûr avoir une bonne université et une université qui sera bien sûr aujourd'hui, on peut dire, le levier qui va former plusieurs ressortissants du Nord qui vont bien sûr représenter valablement le Cameroun au-delà bien sûr du territoire national. Monsieur le Président, des dispositions sont quand même dispositions matérielles pour que cette mise en place progressive soit un peu plus rapide. Les dispositions sont prises à votre niveau. Vous parlez tantôt d'un espace qui est déjà réservé pour les infrastructures. Et votre vision de cette université, lorsqu'il va véritablement commencer à fonctionner? Un creuset du savoir, un monde de formation du citoyen responsable et engagé, et surtout un vecteur de communication entre la région du Nord, le reste du Cameroun et le monde. Voilà la vision que nous avons. Mais seulement, il faudrait que ce creuset du savoir s'appuie sur les réalités, les contingences locales
pour attraire en son sein maintenant le développement. La problématique des infrastructures, telle que je l'ai dit, pour nous, il ne s'agit pas d'une question de vitesse ou de précipitation. Il s'agit d'un savant dosage entre l'expression des besoins et la matérialisation de la réponse qui est apportée. On peut commencer avec ce qui existe aujourd'hui dans le décret, dans le texte qui organise, avec des facultés, les SEC et autres. On peut continuer, on devra continuer avec des offres de formation pointues dans des domaines technologiques, dans des domaines scientifiques. Et cela va sans dire donc que nous sommes qu'au début. Lui parle d'avoir savouré le fruit. Moi, je parle de la mise en bouche qui est prête autour de la table et nous attendons de voir quel sera le menu qui nous sera déroulé. Donc pour nous, 5 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est pas une question de délai temporel. C'est une question de mise en place effective de ces infrastructures-là. Et au-delà de cela, il ne faut pas qu'on focalise seulement sur les infrastructures en termes de bâtiments, en termes de laboratoires et autres, mais plutôt, comme je l'ai dit tantôt, en termes de ressources humaines. Et puis viendrait donc la problématique du financement de la recherche, la mobilisation des ressources financières, parce que l'État seul ne pourra pas. Il faudra que le secteur privé, la société civile, la population s'associent à ce mouvement-là. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec elle lorsqu'elle dit « nous avons réclamé, nous avons sollicité depuis 20 ans, nous devrions aussi donc prouver notre engagement en tant que population, en tant qu'élus, en tant qu'élite, à accompagner donc le déroulement de cette activité. » Voilà pour nous la vision que nous avons de cette université dans un délai plus ou moins moyen et long terme. Merci beaucoup, M. le Président. Docteur Aboubakar, c'est un gros défi. Hein? Vous avez voulu cette affaire, c'est arrivé. Il faut maintenant être à la hauteur de l'engagement de ce qu'on vous demande de faire. Encore que on vous reproche qu'il y a trop d'établissements à côté, au même endroit. C'est un cumul de choses à la fois. Ça risque de disperser les énergies. Mais on se dit que les enseignants, vous êtes prêts à accompagner l'État, à accompagner les collectivités territoriales dans la production des savoirs, la production des agents de développement. Oui, M. Séverin, c'est vrai, c'est un gros défi, mais c'est un défi que l'université de Garoua pourra relever. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est une université, on a tout dit, c'est une université qui doit mettre l'accent sur la professionnalisation, qui doit bien définir les offres de formation pour répondre aux besoins des collectivités territoriales décentralisées et aux besoins de la nation entière, et aussi chercher comment insérer sur le plan socio-professionnel ces diplômés que nous allons mettre sur le marché. Ça, c'est très important. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien contents d'avoir été avec vous. Vous nous avez accompagnés tout au long de cet échange qui portait sur l'université de Garoua en création. On va le dire, sur le papier, il est déjà créé. Le chef de l'État a créé de nouvelles universités pour le sud, le nord et l'est. Donc, la ville haute, l'une des villes hautes, c'est Garoua. Nous avons voulu, avec les acteurs sur ce plateau, enseignants, politiques, le président du conseil qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite, docteur Aboubakar qui est là, docteur Abdoul Ousmanou qui est venu de Yaoundé également, et puis Fernand. Nous avons voulu ouvrir un débat parce qu'il faut incontestablement regarder l'université autrement, voir l'université autrement. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.